Salut! Alors dans cette vidéo, je vais expliquer lentement, et pas à pas et clairement j'espère, le déroulement d'un algorithme pour Arduino qui est chargé d'allumer des diodes LED de façon synchronisée pour jouer une petite animation de type K2000. Donc je vais le lancer pour que tout le monde voit. Donc, le but ça va être de montrer comment est-ce qu'on peut coder ça. Donc là il y a le code à droite, hein, donc je vais pas le faire pas à pas. Enfin je vais pas le faire en live, le but ça va être de l'expliquer plutôt. Donc si vous débutez avec Arduino et que vous voulez taper un peu de code mais que vous débutez et que vous devez apprendre en même temps à coder, ça va permettre ça va peut-être vous intéresser. Et il y a deux façons de faire ça. Il y a une façon beaucoup plus simple et intuitive en disant juste j'allume une LED, je marque une pause dans le programme de, je sais pas, 15 millisecondes, j'allume la suivante. Et il y a une autre façon un peu moins intuitive mais plus intéressante parce que elle permet de ne pas faire de pause dans le programme. Elle permet de détecter le moment dans le temps qui nous intéresse pour allumer une LED, de l'allumer à ce moment-là et de pas dire au programme mets-toi en pause 50 millisecondes. Ce qui permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Par exemple de traiter d'autres signaux d'entrée-sortie ou que sais-je. Donc là je suis sur Tinkercad. Donc je vais pas le présenter là, c'est un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit IDE pour Arduino. Donc on peut faire ces petits circuits. Donc là j'ai un Arduino tout simple. J'ai quelques LED qui sont connectés. Donc ça c'est quand même c'est le premier montage qu'on fait. Généralement avec les Arduino, j'ai l'impression c'est qu'on allume une LED quoi. Donc là j'ai 7 LED. Ouais. Et elles sont toutes connectées sur des pins entre 2 et 8 d'output power que je peux contrôler à partir du software. Et la petite résistance là, c'est pas intéressant, c'est juste physique, c'est pour que ça crame pas. Et après, bah, toutes les grandes vont au même endroit. Donc l'idée, c'est que là, dans la dock Arduino, j'ai un moyen, je vais aller voir ça tout de suite, d'allumer des LED. Donc si on va voir la dock Arduino, elle est là, la référence. Donc toujours très important de connaître sa référence de librairie quand on code dans un langage ou quand on utilise un framework, parce que c'est là que c'est la bible quoi, c'est là qu'il y a tout. Donc c'est bien de faire des tutos, mais c'est aussi bien de se référer à la doc officielle. Et donc là pour les digital output, j'ai digital read, digital write et pin mode. Donc si je veux allumer une LED, l'idée ça va être d'invoquer la fonction digital write avec l'ID de la LED, enfin du pin sur lequel la LED est branchée, et sa valeur, qui peut être high ou low. Et il faut d'abord mettre le pin mode en output dans la fonction setup. Donc par exemple là il écrit sur le port 13 qu'il veut l'allumer, il attend une seconde et ensuite il l'éteint. Ok, donc c'est ce genre de fonction qu'on va utiliser. Et on aura besoin d'une autre fonction, c'est la fonction milliseconde qui nous permet de détecter la date. Puisque j'ai dit que je voulais pas le faire de la façon naïve. La façon naïve c'est comme ça où on attend. J'allume une LED, j'attends 600 millisecondes, je passe à la suivante. Et pour savoir à quel moment dans le temps on se situe, il faut forcément une fonction de type date. Et donc elle existe sur l'Arduino, c'est la fonction milli qui est ici. Tiens, il y en a d'autres d'ailleurs, je savais pas. Et ça nous donne le nombre de millisecondes qui sont écoulées depuis que l'Arduino a commencé à exécuter le programme courant. Et ça peut s'étendre jusqu'à 50 jours. Donc par exemple, si je fais millis, j'ai le temps actuel, j'attends une seconde, je refais millis, j'aurai une valeur qui vaudra 1000 de plus, puisqu'il y a 1000 millisecondes dans une seconde. Et si je fais la seconde valeur moins la première, je vais trouver quelque chose comme 1000. Donc voilà, c'est les deux seules fonctions qu'on va utiliser. Et après, je vais pas présenter la structure de l'Arduino, c'est pas le but ici. Ça ressemble à du C++ simplifié, c'est du simple C on pourrait dire. Et on a deux fonctions intéressantes, une fonction setup et une fonction loop. La fonction setup, c'est appelé à l'initialisation de l'appareil, au démarrage du programme donc. Et la fonction loop, ensuite, elle est appelée autant de fois qu'il peut par seconde. En fait, dès qu'il sort de la loop, il re-rentre dedans. Donc si la loop prend 0,1 ms seconde à s'exécuter, il va pouvoir la faire 10 000 fois par seconde. Ok. Bon, revoyons l'algorithme simple. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a des LED qui sont modélisés par des pins. Donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme numéro de pin qui nous intéresse. Qu'on va boucler sur ces pins et qu'on va allumer nos LED dans l'ordre. Nous on a une petite contrainte, c'est qu'on n'allume pas juste une LED puis la suivante, c'est qu'on les allume deux par deux. Ça fait 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, ça repart dans l'autre sens.
Donc c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que par exemple, si on a que 7 LED, on a plus que 7 étapes d'animation. Donc on peut pas faire un code hyper simple. Donc comme mathématiquement notre projet visuel n'est pas très éloigné de la manière naturelle de parcourir une liste d'éléments de gauche à droite, on peut s'en sortir. On peut dire bah je parcours de gauche à droite mes LED, puis si je suis à la première, j'allume que la première, mais pour toutes les autres, j'allume celle qui est en cours puis celle d'avant, et sauf la dernière où j'allume que la dernière. On pourrait faire quelque chose comme ça. Donc là c'est ce qui est fait ici. Je vais pas présenter là, je vais présenter pardon, la version un peu plus évoluée. Alors quel est le principe de la version plus évoluée? Je vais déjà présenter le principe euh, générique. Donc l'idée c'est de faire quoi? C'est de faire une animation étape par étape. Donc c'est de faire un peu comme un dessin animé, où on dit par exemple on a un dessin, donc on a une animation qui se compose de différentes étapes, donc un peu comme le bonhomme là par exemple. Donc là il court, il atterrit, il reprend une impulsion et il repart. Et donc si on joue ces 4 frames l'une après l'autre avec un temps fixe entre les frames et qu'on le respecte à chaque fois, que c'est pas, que ça se met pas à accélérer ou ralentir, ça devrait procurer une impression de mouvement. Donc You could say that a run cycle voilà, is broken down the same way, là on voit que with ça its marche pas own trop mal. contact down. A run cycle is broken down the same Donc way. nous c'est un truc dans ce genre là qu'on veut faire, et on veut pas dire simplement dans le code et programme, mets-toi en pause 15 millisecondes, ou 20 millisecondes, ou 100 millisecondes. On voudrait pouvoir dire à l'avance, bah écoute, nous notre animation, elle est de cette nature-là, voici les étapes qu'elle a, elle a 4 étapes avec 4 états, 4 frames que moi je définis, 4 rendus visuels, et je voudrais que dès qu'il s'est passé suffisamment de temps, donc dès qu'il s'est passé 15, 50 ou 100 ms encore une fois, tu affiches la prochaine frame quoi. Donc on va dire que s'il y a un écran sur l'Arduino, donc là c'est pas un écran, c'est des LED, mais finalement un écran et des LED, c'est un petit peu la même chose, hein, parce qu'un écran LCD c'est des toutes petites LED, enfin à peu près. Et lui dire bah écoute t'affiches cette image là, et dès que la date de cette, enfin, dès que la date courante par rapport à la date de cette frame représente au moins un écart de temps de 50 millisecondes, je sais pas, passe à la suivante. C'est mal formulé. Euh, comment dire? Désolé. Le... L'idée c'est que vous savez à tout instant quelle est la date à la milliseconde précise. Donc la date, c'est pas la meilleure façon de le représenter, quoi. Vous savez quelle est l'évolution du temps. Vous avez un chronomètre qui est allumé, qui est hyper précis. Et dès qu'il se passe 15 millisecondes ou 50, hop, vous remplacez l'image par la suivante. Et en fait, juste en faisant ça, ce simple algorithme-là, de dire d'un côté, je regarde ma montre, et dès que le temps d'une image est écoulé, je la remplace par la suivante, juste de respecter ça, ça va jouer une animation en fait. C'est comme ça qu'on fait, si vous écrivez vous prenez un cahier, vous faites des petits dessins à chaque page en bas qui représentent une animation, un petit bout d'animation sur chaque feuille, vous déroulez le cahier, vous allez avoir un dessin animé quoi. Bah, c'est exactement le même principe qu'on veut faire, sauf que nous on a des LED. Ok. Et qu'on va utiliser la fonction milliseconde pour savoir la date. Et il se trouve qu'on a déjà une loupe qui va être exécutée un nombre incalculable de fois par seconde. Donc on va déjà passer. On a déjà les yeux rivés sur le chronomètre à chaque instant, si vous voulez. Dans la loupe, j'ai juste à demander quelle est la valeur du temps en millisecondes. Je l'ai. Et entre ce temps-là et le temps que j'ai demandé à la loupe précédente, il se sera écoulé très peu de temps. Vous pouvez vous amuser à le loguer, faire une moyenne et renvoyer le signal sur le PC si vous voulez. Mais c'est pas le sujet ici. Bon bref, trêve d'introduction. Voilà le principe général. On sait qu'on a tout ce qu'il faut. On a une loupe qui appelle automatiquement. On a une fonction milliseconde. On a un langage de programmation. On a des pins. On peut le faire. Normalement, on peut le faire. Donc voyons comment moi j'ai décidé de le faire. Alors, il y a des choses qui sont un peu structurelles par rapport au fait de commander des LED. Je vais les présenter rapidement. On a des variables, une pour chaque LED, donc qui sont des entiers, à laquelle j'associe un nombre. Alors ce nombre-là, c'est quoi? C'est l'ID du pin sur la carte physique. Donc la LED 1 égale 8. Bah, en fait, la 1 pour moi, c'est celle qui est tout à gauche et elle est bien connectée sur le pin 8. Et donc ensuite, la numéro 2, hop, elle est sur le 7, jusqu'en bas. Ok. Ensuite, j'ai une variable qui représente combien j'ai de LED en tout. Donc là, j'en ai 7. Ensuite, j'ai un tableau d'entiers qui est genre une liste
dans lequel j'ai toutes mes LED. Donc en fait, c'est toutes ces variables-là, mais regroupées de manière convéniente et pratique dans une seule structure. Et je peux y accéder avec l'index. Euh, Ensuite, par rapport au fait d'allumer des LED, c'est à peu près tout. Il y a le setup où je lui dis que je vais mettre mes pins en mode output. Et on a vu tout à l'heure, il faut écrire high pour allumer une LED. Donc ça se fait de cette façon-là. Digital write, l'ID de la LED, low ou high. Ok. Et donc maintenant venons à la partie intéressante. Donc comment est-ce que je vais faire pour faire ça non pas avec des delays et un for comme j'avais ici, mais avec une notion de dessin et de picture et de temps entre ces pictures. Bah déjà je vais choisir un formalisme, une représentation de données, enfin une représentation pour une représentation data numérique euh, pour représenter, ça fait deux fois représenter, désolé, mes frames. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, c'est un tableau à deux dimensions de D-array euh, qui contient l'état de mon panneau de LED à chaque étape. Ok. Donc là, j'ai autant de lignes que j'ai d'étapes. Et donc la première étape, je veux juste que ma LED de gauche soit allumée. Donc j'ai un 1 ici. Et ensuite j'ai des 0 pour les autres LED. Et la largeur d'une ligne, le nombre d'entiers, enfin le nombre d'éléments que j'ai dans une ligne, c'est le nombre de LED que j'ai. Donc c'est assez trivial. Je vais essayer d'expliquer encore plus simplement. On va prendre un bon vieux Excel. Je vais colorier le fond en noir. Voilà. L'autre, on va dire qu'il est en gris. J'ai 7 LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À l'étape d'après, c'est ça. À l'étape encore après, c'est ça. Et voilà. En fait, un tableau à deux dimensions, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Vous avez bien deux dimensions. Vous avez l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc c'est comme un graphique. Oups. C'est comme un graphique en mathématiques, quoi. Donc si je prends tout ça et que je le mets en haut à gauche, donc j'ai bien des lignes et des colonnes. Et en fait, un tableau de dimensions, c'est un tableau dans un tableau. Enfin, c'est des tableaux dans un tableau. Donc mon tableau initial, mettons, je pouvais mettre que 7 éléments dedans. En fait, d'un côté, j'ai des tableaux qui représentent chaque image. Donc j'ai un tableau comme ça, j'ai un tableau comme ça, j'en ai un autre comme ça, et ainsi de suite. Et chacun de ces tableaux, je le mets dans un autre tableau. Et ce qui fait qu'à la fin, j'ai un grand tableau que je peux voir comme un tableau à deux dimensions, mais en réalité, c'est un tableau dans lequel à chaque élément, j'ai un nouveau tableau. Et donc, quand on le voit en deux dimensions comme ça, humainement, on va pouvoir parler de lignes et de colonnes. Et donc là, une ligne, c'est une frame. Donc une ligne ici, conceptuellement, c'est l'équivalent de une frame ici, quoi. Là, idéalement, il aurait fallu que j'ai quatre images séparées pour que ce soit encore plus clair. Mais bon, imaginez que c'est quatre cartes différentes, quoi. Donc, une ligne égale une image. Donc en fait, j'ai autant de lignes que j'ai d'images. Et chaque ligne, ça représente une image. Parce qu'une ligne, c'est... là, j'ai 7 LED. Une ligne, c'est 7 cases. Et soit il y a un 1 si c'est allumé, soit il y a 0. Ok. Donc c'est plutôt intuitif. Et donc mon tableau, quand je le crée, je suis obligé de lui donner deux valeurs qui sont la taille première, c'est-à-dire le nombre de lignes, et la taille seconde, c'est-à-dire le nombre de colonnes, ou plutôt la taille du tableau de bordure, et ensuite la taille des tableaux internes, selon comment vous décidez de le voir. C'est un peu comme un... Qu'on appelle ça? Ah, les poupées russes, quoi. C'est un peu comme une poupée russe, quoi. C'est au lieu d'avoir une surprise tout de suite, un bonbon, non, vous avez d'abord une autre poupée russe dedans, quoi. Ok. Donc ensuite, pour lui donner des tailles, je le fais avec des variables. Donc animation step, c'est quoi? C'est une constante au-dessus, c'est un int, c'est 14. Et 14, bah, c'est exactement le nombre que j'ai mis dedans.
Donc là, c'est une propriété de ce truc Arduino. Là, je connais peut-être pas très bien encore. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de moyen de récupérer la taille d'un tableau. Donc je suis obligé de le maintenir moi-même à côté. Et la taille ensuite de chaque sous-tableau, donc de chaque frame, bah, c'est le nombre de LED que j'ai. Puisque un état, c'est chaque LED, oui ou non, quoi. Ok. Donc avec ça, je peux représenter dans cette structure-là, on est d'accord, que ça représente bien mon animation de droite à gauche. J'ai un 1, ensuite j'ai un 1, hop, on voit bien que mes LED se déplacent à droite, hop, je termine sur une et ça repart à gauche. Donc si j'arrivais à décaler dans le temps selon une valeur que moi je décide, qui correspondrait au temps que je veux que chaque frame s'affiche, le fait de déclencher un petit processus, et que ce processus puisse dire, bah moi je sais où j'en suis, et selon là où j'en suis, je vais chercher la bonne ligne dans le tableau, je vais la lire, et je vais mettre les LED dans l'état où se trouvent les nombres que je vais trouver dans ce tableau-là. Bah a priori on pourrait jouer l'animation si on était capable de faire ça. Il nous manque quoi du coup? Le fait de garder la position de l'animation et le fait de définir le pas de temps. Ok. Donc là on va le faire juste en dessous. Donc le pas de temps on va le définir en référence au nombre d'images par seconde qu'on désire. Donc ça c'est un peu hérité de mon passé Gameloop Graphic Engine. Mais bon c'est une façon je pense très intuitive de le faire. Donc je définis une constante framerate 5. Donc 5 ça veut dire que je veux 5 images par seconde. Donc que je veux qu'on progresse de 5 étapes d'animation par seconde. Donc si on regarde là par exemple là il y a 4 images. Same way, with its own broken down the same way. We could say that a run cycle is broken Je sais and pas the combien up est-ce qu'il en joue close. par You seconde. could say that a run cycle is Sans doute broken plus down. que 5 mais certainement pas 50. Donc pour savoir combien de millisecondes sépare 2 frames, et sachant que je suis dans un référentiel de 1 seconde, bah, j'ai juste à prendre 1000, qui est le nombre de millisecondes dans une seconde, et à le diviser par le nombre de frames que je désire par seconde. Donc là je lui ai dit bah moi je voudrais bien 5 images par seconde, c'est pas mal. Bah, si je divise 1000 par 5 ça va me donner 200. Et effectivement si toutes les 200 millisecondes j'efface l'écran pour afficher l'image d'après, je vais me retrouver avec une vitesse d'animation de 5 images par seconde. Ok. Donc là on est quand même sur de la bête division, hein. Ça je vais même pas dire c'est niveau quelque chose parce que c'est niveau rien, ça c'est niveau je sais compter, c'est tout. Ensuite on va retenir deux choses. La date en millisecondes à laquelle on a affiché la dernière image. C'est-à-dire que quand vous regardez votre animation, l'image qui est actuellement affichée à l'écran, quelque part en mémoire, j'ai une variable qui sait à quel moment précis dans le temps j'ai commencé à afficher cette image-là. Donc si c'est à 7h55, bah écoutez, si c'est, on va le faire en JavaScript. Euh, si c'est maintenant, ça vaut ça. Voilà. Et juste après, ça vaut ça. Et juste après, ça vaut ça. Juste après, ça vaut ça. Voilà. Donc ça, c'est la date en millisecondes. On s'en fout du nombre. Tout ce qui compte, c'est que si je fais x égale ça, y égale la même chose. Ah, qu'est-ce que tu me fais, toi? Et que je fais y moins x, ce que je vais récupérer, c'est la différence en millisecondes entre ces deux événements, c'est-à-dire 8028. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai fait entrer sur cette ligne-là et le moment où j'ai fait entrer sur cette ligne-là, il s'est passé 8028 millisecondes. Ouais, il n'y a que ça qui m'intéresse. Que la valeur en elle-même, elle vale 1 ou 4 milliards, j'en ai rien à foutre, c'est mon problème. Je vais juste faire moins sur ça. Donc en fait, time of last frame, c'est ce que j'ai montré là. C'est une date en millisecondes qui correspond au moment où j'ai affiché la dernière image. Donc je vais initialiser à 0, c'est très bien. 0, ça veut dire que on sait que la fonction milliseconde nous renvoie le number of millisecondes passed depuis que le Arduino a commencé à exécuter le programme courant. Donc, s'il met 200 millisecondes à s'initialiser, j'arrive dans ma loupe, ça va valoir 200 probablement. Donc, j'initialise à 0, ça me semble pas trop dramatique. Et ensuite, current frame, je vais le renommer, ça correspond à l'image actuelle de l'animation qui est affichée. Donc là, j'ai 4 images. Au début, je vais jouer avec celle-là.
Donc première étape d'animation, current frame, ça vaudra 0 ou 1, ça vaudra ça. Dès qu'il sera passé le temps nécessaire, mettons là je suis à 0 millisecondes, mettons elle dure 50 ms, hop, 10, 20, 30, 40, il s'est passé 50 ms, hop, je swap la frame. Donc je vais chercher la n+1 dans la liste, et je vais retenir que je suis plus à la frame 0, mais à la frame 1. Ok, là je vais changer la date de mon... la date à laquelle je sais que j'ai affiché ma frame. Donc là on sera la date genre t plus 200 ms. Ensuite il se passe du temps, 200, 210, 220, 200, je sais plus si il a dit 50, mais peu importe. Il va se repasser le temps qu'il faut. Hop, nouveau déclenchement. Là j'incrémente le compteur de frame, je passe à +1. Je remplace la valeur courante de la date à laquelle j'ai affiché mon image pour la remettre à la date qui est de maintenant. Donc là je sais pas, on est à 400 ms. Hop, il se repasse du temps, hop, 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 hop. Là, arrivé à maintenant, la date actuelle, moins la date précédente, ça me fait une différence suffisamment grande pour que je décide d'afficher une nouvelle image. Donc mettons là on est sur 200 ms, hop j'affiche la dernière. Et quand j'arrive à la fin, bah, je me rends compte qu'il n'y a plus d'image après, et que du coup je reboucle au départ, et que je remplace ma valeur courante de frame par 0. Voilà. Ça c'est la gymnastique algorithmique à laquelle on est tenu. Et donc current frame, ça aurait pu s'appeler current animation step, puisque ça s'appelle anim, et que j'ai appelé ça animation step. Mais bon, ok. Donc nous on sait qu'on a une fonction, loop, qui va être appelée genre 1000 fois par seconde dans un monde idéal. Donc moi je délègue ça à une autre fonction que j'appelle gérer l'animation des LED, mais peu importe. Tout ceci, ça aurait très bien pu être là. Et je vais faire une petite pause pour boire un coup. Désolé, une seconde. Désolé. Bon, passons maintenant à l'analyse de ce qui se passe dans cette méthode. Donc je sais que ce truc-là va être exécuté 1000 fois par seconde environ. Donc mon projet dedans, c'est de regarder la date actuelle, de la comparer avec la date à laquelle l'image courante a commencé à s'afficher. Et si je détecte que le temps entre ces deux événements est suffisamment grand, je remplace l'image actuelle par la suivante. Donc je commence par récupérer la date maintenant, précisément. Current time, c'est la valeur actuelle en millisecondes. Donc je vais pas faire un exemple de déroulement, on va juste le faire. Ensuite, je soustrais à la date actuelle la date à laquelle j'ai commencé à afficher l'image qui est en ce moment présente à l'écran. Donc quand je dis l'écran, imaginez c'est des LED. Hein. Donc j'appelle ça delta time. Donc si par exemple il s'est passé 30 millisecondes depuis que j'ai affiché la dernière image, delta time va valoir 30. Ok. Donc ensuite j'arrive dans un if qui est gros. Ce if là en fait il va jusqu'à la fin de la méthode. Donc il n'y a pas d'autre cas. C'est soit je rentre dedans, soit je fais rien. Et ce if là il teste quoi? Il teste que le temps écoulé depuis que j'ai commencé à afficher mon image actuellement visible, est-ce qu'il est plus grand ou pas que le temps maximal que doit rester affiché une image à l'écran? Ce frame time que j'expliquais tout à l'heure. Donc par exemple 50 ms ou 200. Voilà, on va rester sur 200, c'est le cas que j'ai là, j'arrêterai de m'embrouiller. Donc si delta time il est plus grand que 200 millisecondes, je vais rentrer dedans, sinon non. Si je rentre dedans, mon projet ça va être quoi? Ça va faire de faire tout ce que j'ai expliqué avant. C'est-à-dire d'aller chercher la bonne animation dans le tableau, d'augmenter le compteur, de retenir la date, tout ça, tout ça. Donc en fait mon projet, en rentrant dans ce if, c'est d'afficher une nouvelle frame. Donc là on rentre là-dedans. J'aurais très bien pu déplacer tout ça dans une nouvelle méthode que j'appelle display frame, quoi. Mais bon. Donc première chose à faire, c'est que je vais retenir la date à laquelle j'affiche mon image. Si je veux dans le futur pouvoir comparer la date qui sera avec le moment où l'image a été affichée, il faut bien qu'en premier lieu, quand l'image a été affichée, j'ai stocké la date qu'il était au moment où je l'ai fait. Donc là c'est le cas. Donc time of last frame, je le remplace par current time, qui est le temps maintenant encore une fois. Ensuite, je vais parcourir, en fait conceptuellement d'abord je vais récupérer la ligne qui m'intéresse. La ligne qui m'intéresse, ça dépend de current frame, c'est l'image à laquelle je suis. Donc au début ça va être la première ligne, ensuite la seconde, etc. Donc, et pour cette ligne là, ce que je veux faire,
c'est parcourir chacune des valeurs qui correspond à une de mes LED et setter la LED dans l'état dicté par la valeur que je trouve. Donc avec ça, pour ça, je vais faire un for. Donc je fais un for qui va de i à mon nombre de LED. Donc là, c'est 7. Et je récupère l'état de la LED dans le tableau. Donc c'est égal à animation, anime, qui est le nom de mon tableau. Et un tableau à deux dimensions, c'est comme un point. Ça s'accède. J'ai pas le droit de modifier là. Ah, je suis déconnecté. Mince. Euh, Ça s'accède avec des coordonnées x, y. Je vais le faire ici. Euh, Quand vous avez un point dans l'espace, ces coordonnées pour y accéder, c'est x et y. Donc quand vous avez un tableau à deux dimensions, euh, mettons chez moi c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez accéder à l'élément tout en haut à gauche, vous allez dire d'abord la ligne. Donc je vais arriver à la première ligne et après la colonne. Donc première ligne et première colonne. Si vous voulez le dernier élément sur la première ligne, comme là j'en ai 7, donc première ligne c'est toujours 0, et dernière colonne c'est 6, parce que 0 c'est une colonne. Et là si j'ai combien? J'ai 14 lignes, donc si je veux la 13e, la dernière LED, c'est la 13e ligne, enfin la 14e ligne, mais le 13e élément numéro 13 dans le tableau, et pareil, toujours le numéro 6 première colonne. Ok. Donc ma ligne, c'est pas dur, c'est current frame. Donc anime 2 en premier lieu la bonne ligne. Et en second lieu, I. Et I, c'est quoi? C'est le LED index. Je l'ai laissé I parce que c'est une convention, mais j'aurais pu lui donner un nom un peu plus stylé, quoi. Et un peu plus évocateur. Donc, je récupère dans mon tableau à la bonne ligne, au bon index. Sachant que les index, de toute façon, je les fais tous. Hein. Je fais de gauche à droite. Donc, je vais tous les faire dans une ligne. Je récupère le nombre qui a écrit là. Donc, LED state ici, ce sera 1 ou 0. Donc, mettons là, je suis au premier tour de boucle. Donc là, ici, première ligne, parce que là on a 0. Premier élément parce que i vaut 0. Anime de 0, 0, ça va me renvoyer 1. Ici j'ai un 1. Et pour tout le reste de la ligne, je vais avoir 0. Et ensuite, selon l'état, je vais agir. If LED state égale 1, turn on cette LED là, i, else turn off. Donc s'il est égal à 1, je l'allume, sinon je l'éteins. Et sinon, bah, c'est 0 de toute façon. Et turn on et turn off, on l'a vu tout à l'heure, c'est les méthodes qui font un digital write. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas fini. Parce que sinon, je vais toujours rester bloqué sur la même frame. Il faut aussi que je augmente de 1 le compteur d'animation, le compteur d'étape, pour dire bah, maintenant je suis plus à l'étape 0, je suis à l'étape 1. Et en fait ça c'est pas vraiment pour moi, c'est pour le prochain. Parce que moi j'ai consommé le 0. Au début current frame il valait 0. Et j'ai bien utilisé cette valeur là telle qu'elle pour aller chercher dans mon tableau la bonne ligne. Mais une fois que je l'ai fait, je vais l'augmenter de 1 pour que le suivant, donc le prochain tour, la prochaine fois que je rentre dans ce if là, pour que pour lui la valeur soit déjà située sur le bon index. Donc voilà. Et aussi il y a le dernier truc qui est l'étape finale, c'est que quand j'arrive ici à l'étape finale, hop, je dois repartir à 0. Donc moi j'ai 14 étapes d'animation. Donc si ma current frame elle est égale à mon nombre d'étapes maximales, c'est que je suis arrivé à la fin. Donc si c'est égal à 14, je le remets à 0. Voilà, c'est tout. Et à la limite là, ce que j'ai envie de faire, c'est de changer i. Mais je vais juste démarrer la simulation pour qu'on voit. Et voilà. Et donc là on voit bien, ça fait K2000 de gauche à droite. Et pour montrer que je mens pas, je peux accélérer la simulation. Alors, si je veux plus 5 en framerate, que je veux... Ah oui non attendez, on a dit... Il faut que je rafraîchisse je pense. Je suis plus logué. J'ai fait une micro pause dans la vidéo parce que j'étais pas logué et je me rends compte que j'ai oublié d'expliquer un truc assez important quand même. Donc
C'est quand on allume la LED. Là, je fais turn on LED et ça délègue à une autre fonction qui, elle, fait comme j'ai montré le digital write en high ou en low. Mais à cette fonction-là, je lui passe juste la valeur de i. La valeur de i, comme on l'a vu, ça va de 0 jusqu'à 7. I, en fait, c'est la LED courante dans ce tableau-là. Mais ça suffit pas pour allumer la LED. Ce qu'il me faut, moi, c'est pas un truc qui va de 0 à 7, c'est l'adresse physique de cette LED. Donc la LED de 0 à 7, de 0 à 6, pardon, c'est de gauche à droite. Donc la 4, par exemple, la 4, celle-là, c'est... Mince, c'est 4. Bon, la 2, 0, 1, 2, son adresse physique, c'est 6. Donc la valeur que moi je veux pour allumer la LED, c'est pas 2, c'est 6. Et donc pour faire ça, il faut que je fasse un mapping entre l'index que j'ai ici et ce tableau-là pour trouver la vraie valeur. Or, ce mapping est très simple puisque en fait, ces tableaux-là matchent parfaitement. Le premier élément ici, c'est le premier élément là. Le dernier élément ici, c'est le dernier élément là. Donc si je suis en train de lire cette valeur-là, i égale 6, et que je vais allumer la LED 6, j'ai juste à récupérer la valeur qui est à l'index 6 dans mon tableau de LED. Et à l'index 6, j'ai LED 7, et LED 7, ça vaut 2. Et 2, c'est bien l'adresse physique de la dernière LED. Donc, quand je dis turn on LED de i, lui ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans... Donc le i, il s'appelle LED position ici. Le nom du paramètre ici, en interne, c'est pas le même que celui que je lui donne ici. Mais bref, de mon point de vue là, ici, c'est LED pos. Et j'ai bien cherché dans le tableau LED pos. Donc, faisons un exemple. Si i vaut 2, LED state égale nana. Si c'est allumé, je rentre dans turn on de 2. Ici, turn on, il reçoit 2. Digital write, LEDs de 2. Et LEDs de 2, LEDs 0, 1, 2. C'est bien 3, c'est 6. Et sur le pin 6, tac, c'est bien la deuxième LED qui est branchée. C'est 0, 1, 2. Ok. Voilà, c'est juste le seul truc que j'avais pas expliqué. Et c'était assez évident, mais voilà, au moins tout est clair. Et là, je reprends. En fait, ça, c'est une insertion que je fais, après la vidéo reprend. Ok, c'est bon, je me suis connecté. Euh, C'était plus long que ce que je pensais. Donc, si je change le framerate pour 1, ça va devenir très lent, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et si je mets 10, ça devrait être un peu plus rapide déjà. K2000 c'est encore plus rapide que ça, je pense. Il est un peu plus... Tac, tac, un peu plus énervé K2000. Après là mon PC il lag un peu parce que l'enregistrement avec aéro d'activer, pour une raison que j'ignore, alors on le sent, ça galère. Après je le désactive mais tant pis. Ok, et de la même manière, je peux changer l'animation. Je peux mettre plein de 1 ici. Et puis on va recopier ça plein de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va juste faire ça. Ouais, bon, ça va un peu trop vite pour qu'on voit. On va mettre 3. Ça va clignoter quoi. Yeah, super. Donc l'avantage du coup c'est que maintenant c'est super facile de créer des animations. Parce qu'on a un truc. Si j'allais un peu loin dans mon analogie, je pourrais presque dire que ça on peut le donner à un graphiste quoi, tu vois. C'est... On peut le donner à un enfant, dire vas-y tu fais des motifs un peu stylés, tu prends un papier, un crayon, t'as des carreaux là, tu fais moi des trucs beaux d'animation. Après tu prends un notepad, tu me le notes. Et juste vous faites play et ça marche. Il n'y a pas besoin de changer le code du tout. Le seul truc qui marche pas tout seul parce que c'est de l'Arduino et que j'ai pas trouvé comment, mais j'ai pas vraiment cherché longtemps, c'est que si vous rajoutez des lignes ou des LED, il faut changer à la main ces valeurs-là, c'est-à-dire le nombre de LED et le nombre de lignes. Normalement, dans un langage de programmation qui se respecte, la taille d'un tableau, je la connais en l'initialisant, hein, donc j'ai pas besoin de le stocker à part. Je peux savoir sa longueur et vous auriez pas besoin, ça pourrait dégager et vous pourriez rajouter des lignes comme vous voulez. Et là, vous seriez vraiment libre pour le coup.
Mais bon, je sais pas encore tout à fait comment faire ça dans Arduino Land. Donc voilà le déroulement de l'algorithme. Et turn off LED, c'est pas utilisé dans ce code là, je pourrais le virer. Je le relance, ça marche toujours. Yes. Et voilà, donc je vois pas quoi dire plus, hein, de plus, hein. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a très peu d'espace mémoire sur les Arduino. Et stocker du coup... Ah oui, il y a un débugger. Stocker l'état de mes LED sous cette forme-là, c'est très inefficient. Parce que là, finalement, c'est quoi? C'est des 1 et des 0. Mhm. Qu'est-ce qui ressemble à des 1 et des 0 côte à côte? Du binaire, peut-être. Qu'est-ce qui est du binaire? La façon dont sont stockés les nombres dans les machines. Donc finalement, ça, je pourrais voir ça comme un nombre. Donc là, j'ai quoi? J'ai un 1 avec 6 zéros derrière. Alors, on va lancer la calculatrice. Tac. Alors si je tape un 1 avec 6 zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se trouve qu'en décimale... Merde. Excusez-moi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En décimale, ça fait 64. Donc finalement, là, je ferai un tableau tout simple. Je ferai int anim 2, on s'en tape. Pareil, 14 étapes. Ça change pas. Égale un table. Bah, la première ligne, je pourrais remplacer ça par, on a dit combien? 64. La deuxième, c'est 1, 1 et 0, 0, 0, 0. On va se remettre en binaire. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 96. Ok. Donc là, 96. Et là, j'ai que 7 bits. Mais on a qu'à imaginer qu'il y a un 0 avant, ça change rien, hein. C'est comme si on avait 8. Oups. Ok. Et donc, je pourrais juste avec 14 int, au lieu de 14 fois 7, plus les tableaux, euh, stocker la même quantité, représenter la même quantité d'informations. Parce que ce qui compte, c'est pas que ce soit des 1 et des 0. Ça, c'est pour l'humain, c'est pratique. Ça, ok, c'est cool, je peux l'éditer. Là, vous me dites, ouais, le 64, c'est déjà plus compliqué. Ok, mais vous pouvez vous faire un Excel où vous faites des 1 et des 0, et en face, il vous met automatiquement le bon nombre. C'est ce qu'on appellerait un éditeur de level dans le milieu du jeu vidéo. Un level editor, quoi. C'est... À un moment donné, il faut une interface pour transformer, enfin, pour manipuler des données, et après, enfin, le code qui est derrière votre interface va compresser ces données et les représenter de la manière la plus efficace possible du point de vue d'une machine. Et après, vous allez être capable de les décompiler et de les re-représenter dans votre interface de manière agréable pour l'humain, compréhensible surtout. Mais bon, là, c'est hyper inefficient parce qu'en fait, là, ça peut être un 1 et un 0. En vrai, c'est un int en dessous. Et donc, un int, dans tous les cas, ça va me bouffer 32 bits d'espace, quoi. Alors que moi, je voudrais juste le stocker sur 1 byte. Pas, pas 4 bytes, 1. J'ai juste 8 caractères, même 7 en réalité, quoi. Et donc un truc plus efficace que ça, ce serait peut-être des chars. Et il y a peut-être plus petit, un short, un tiny, je sais pas. On va aller voir. Moi, je mettrais un byte carrément, quoi. Un byte, ça peut aller de 0 à 255. Et ça peut représenter largement les valeurs dont on a besoin, quoi. Donc, si on va avoir la doc de référence. Byte, je m'en tape. Byte, voilà. Data types. Donc le type byte. Est-ce qu'il y a un short? Le short c'est 16 bits, c'est bien ce qui me semblait. Le char c'est 8 bits. Mais ils disent at least, donc je pense qu'il y a des cas où ça peut être plus. Et donc c'est bof bof. Tandis qu'un bon vieux byte, 8 bits. C'est pas beau ça? 8 bits. Donc faudrait plutôt faire un tableau de bytes. Ce serait beaucoup plus memory efficient. Et ça peut paraître de la branlette ça quand on a 16 Go de RAM, mais sur un Arduino c'est pas du tout le cas, hein. Arduino Uno. Euh,
Je sais pas ce que sont les specs. C'est lequel que j'ai là? C'est celui-là. Spec, spec, spec. Spec, spec. SRAM, 2 kilobits. 2 kilooctets les enfants. 2 kilooctets. Si vous êtes un développeur qui est tombé sur cette vidéo par hasard, imaginez-vous aujourd'hui travailler avec 2 kilooctets de mémoire vive. Il y a des objets, rien que l'instancier, ça fait déjà plus que 2 kilooctets dans certains langages. Donc voilà. Donc c'est pas superflu du tout, parce qu'en fait là, un int c'est 32 bits. La taille du tableau, à vide, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pas énorme. Il doit y avoir peut-être quelques bytes pour marquer le début du tableau, quelques bytes pour marquer la fin. Mais donc là, je passerai de 32 x 7 x 14. Donc 3136 bits divisé par 8. 392 octets. Juste ce truc là, ça fait 392 octets en mémoire. Or, moi, j'ai 2048 octets. Donc ça représente un truc non négligeable, hein. Ouais, ça représente 20% de ma mémoire vive, ce truc-là, là. Donc ça, c'est un peu chaud. Et alors que si je passe du coup à 14 bytes, euh, non, je suis con, c'est juste 14 quoi. Voilà, c'est juste 14. Et 14 sur 2048, bon, merde. Ah, c'est déjà beaucoup plus faible, on est à 0,6% de la mémoire. Donc ça, c'est pas, comment dire, c'est pas du luxe quoi. C'est pas pour mieux dormir le soir quoi. C'est vraiment, ce serait nécessaire de le faire quoi. Et je pense que je vais montrer d'ailleurs dans une autre vidéo comment faire pour passer d'un 64 à ça d'un point de vue décisionnel dans le code. Parce qu'en fait, vous savez que votre 64, dans la mémoire vive du PC, c'est 1 0, 1 1 et 6 0 derrière. Autrement dit, c'est pas d'électricité, un peu d'électricité et pas d'électricité 6 fois. Et au niveau machine, CPU, ça vous pouvez le récupérer. Le fait que ce soit en 64 et que vous soyez en train de taper du code, tout ça c'est de l'abstraction qu'on met entre vous et l'électronique quoi. Mais à la fin de la journée, c'est l'électricité avec des 0 et des 1. Enfin, c'est même pas des 0 et des 1, c'est signal ou pas signal. Et, et donc plus on va travailler proche enfin, plus notre représentation de données va coller à la façon dont le processeur et la mémoire manipulent le monde physique, le monde réel, le monde des atomes, des électrons et de la poussière et toutes ces choses-là, plus le code va tourner efficacement. Moins il y aura besoin d'abstraction, moins il y aura de mémoire gaspillée, etc. Donc là, si on pense en termes de bytes, c'est déjà un peu mieux. Et donc l'idée, ce serait de lire les bytes. Et bon, on fera ça plus tard. Allez.